Rétro 7. Rétro 7, c'est le condensé de l'actualité de la semaine. Rétro 7, c'est la revue de presse. C'est aussi le décryptage, l'analyse des principaux événements de la semaine avec un ou plusieurs invités. Rétro 7, c'est tous les samedis de 10h à 11h30 sur Victoire FM. Une présentation de Delago. Rétro 7, un rendez-vous hebdomadaire à ne manquer sous aucun prétexte. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le Victoire FM, la 96.3 dans l'émission Rétro 7, une émission qui vous fait revivre même l'actualité de la semaine écoulée pour ce samedi 28 août, dernier numéro de ce mois d'août 2021. Nous accueillons M. Francis Pedro Amouzou, il est conseiller chargé des relations avec les médias à l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, le parti de Jean-Pierre Fabre. Au menu de cette émission, la tournée nationale de l'ANC, les conclusions de la CENAP, le diagnostic de l'appareil judiciaire fait par Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême, président du Conseil de la magistrature suprême, aussi les nouvelles mesures sociales prises par le gouvernement à cette période de crise sanitaire, le programme Ouezou en faveur de la femme enceinte et du nouveau-né et la prière nationale de la Fédération togolaise de football pour la renaissance du football au Togo. Sur le plan international, nous aborderons avec notre invité la mort de Hissène Habré, l'ancien président tchadien mort en détention au Sénégal. Quel sort pour ces victimes? Rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, sans oublier l'élection de l'éternel opposant zambien Ikede Hichilema comme nouveau président du pays. Au micro, je suis Gildas Adjakoto et cap sur 11h30. Rétro 7. Rétro 7, c'est le condensé de l'actualité de la semaine. Rétro 7, c'est la revue de presse. C'est aussi le décryptage, l'analyse des principaux événements de la semaine avec un ou plusieurs invités. Rétro 7, c'est tous les samedis de 10h à 11h30 sur Victoire FM. Une présentation de Delago. Rétro 7, un rendez-vous hebdomadaire à ne manquer sous aucun prétexte. Francis Pedro Amouzou, bonjour. Bonjour, monsieur Gildas Adjakoto. Bonjour à vos auditeurs. Bonjour au peuple togolais tout entier. Dieu veille sur notre pays. Ok, merci beaucoup de répondre à l'invitation de Victoire FM, surtout de Rétro 7 de ce samedi 28 août pour parler de l'actualité du parti et d'ailleurs. Depuis le 20 mars, l'ANC est en tournée nationale. Vous revenez de cette tournée dans 3 régions, notamment la région centrale, Kara et Savane. Francis Pedro Amouzou, pourquoi une tournée nationale du parti de Jean-Pierre Fabre? C'est tout à fait normal et naturel pour un parti politique de visiter ces structures de base. Lorsque vous êtes un parti bien constitué, vous devez de temps en temps aller, en tout cas, le bureau national doit aller de temps en temps voir comment se portent nos structures de base. Et c'est ce que nous faisons. Et nous avons entamé cette tournée depuis le mois de mars. Nous avons fait la région maritime, et ça, vous le savez, nous avons fait la région des plateaux. Et maintenant, nous sommes en train de boucler totalement la région. Nous avons bouclé la région centrale, la région des savanes. Il reste une petite portion de la région Kara que nous devons boucler. Au-delà de la visite des fédérations, quel message particulier vous apportez à ces populations que vous rencontrez chaque fois? Au fait, la mission des délégations du bureau national, c'est d'aller s'enquérir de l'état de santé de nos structures, de recueillir leurs difficultés, de recueillir également les informations de chaque milieu que nous avons visité, comment la population se porte dans ces milieux-là, c'est la mission. L'autre mission, c'est d'outiller ou bien de donner des
formation et désinformation à nos structures de base. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est depuis la fin de la présidentielle que l'ANC n'a plus visité cette structure. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il faut éclairer la lanterne de nos structures parce que le but cherché, c'est que nos structures de base puissent recommencer la mobilisation dans leur milieu. Alors, il leur faut donner des outils et donner également des informations. Vous êtes journaliste, Monsieur Gisasa Diakoutou, des éléments de langage pour aller vers les populations. C'est la mission des délégations qui étaient la dernière fois dans la région centrale, la région de Akara et la région des Savanes. Une mission accomplie, avez-vous le sentiment, M. Francis-Pedro Ramozou? Ah ben oui, si vous voyez un peu les images, d'aucuns ont cru que c'était des meetings. Non, c'était pas des meetings. C'est la rencontre avec les bureaux fédéraux. Donc, vous voyez, dans un bureau fédéral, il peut y avoir 15, 17, 18, voire 20 membres selon la taille de la commune. Il y a des communes qui ont 3, 4 cantons. Oui. Donc, des délégations doivent venir de chaque canton pour pouvoir suivre ou bien rencontrer les délégations du bureau national. Donc, ce n'était pas des meetings, mais c'était des rencontres avec nos structures, les bureaux fédéraux. Et voilà, je peux vous dire que ça s'est très, très, très bien passé. Je vous donne un exemple en passant. À Takwemba, ceux qui connaissent Takwemba, pour y aller de Dapaon à Takwemba, à peu près 115 km, mais en piste. Et vraiment, la route est défectueuse. Très, très, très défectueuse. Donc, lorsque vous allez là-bas et que, disons, 1 an, 7 mois après la présidentielle, vous retrouvez vos structures, vous devez être fiers que malgré tout, nos structures sont là, en place. Partout où nous sommes passés, nous avons retrouvé nos structures. C'est vrai que par endroit, il y a eu des manquants, parce qu'il y a des décès, il y a eu des gens qui sont partis en voyage, il y a eu quelques défections. Nous n'avons pas peur de dire la vérité. Il y a eu quelques... Mais ce qui est patent, c'est que les structures sont là. Elles sont là, puisqu'elles ont pu réunir le bureau. Elles sont là, toujours fidèles à l'ANC. Ah ben oui. Si elles ne sont pas fidèles à l'ANC, est-ce que nous allons pouvoir les voir? C'est parce que elles sont fidèles à l'ANC que nous les avons vues. Je peux vous dire que nos collègues qui étaient dans la centrale étaient allés à Tindiassé. Je vous dis, de Sokodé à Tindiassé, ça fait 7 heures de route. Piste vraiment très, très, très défectueuse. Et je ne vous dis pas les petits problèmes de véhicules, de moteurs de véhicules que les collègues ou nous tous nous avons eu sur le terrain. Mais à Tindiassé, les structures sont là. À Djarpanga, les structures sont là. Et je vais vous donner des localités peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Je vous parle de Loutougou. Loutougou, c'est dans le canton de Tami. Tami, c'est dans le tome 3. Vous voyez? Alors, je vous parle également d'une localité, Nalong. Nalong, c'est dans 5KC2, dans la commune de 5KC2. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Quand vous écoutez bien, M. Francis-Pedro Ramozou, vous avez visité toutes les localités de ces 3 régions centrales, Savane et la Kara. Exact. Les délégations avaient à sillonner 53 communes au total.
ces 53 communes qui composent en tout cas les 3 régions. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que on a eu un petit problème que je ne voudrais pas dire sur ces antennes, ce qui fait que on n'a pas pu être dans la Kéran et dans le Dangmen. Au-delà de ces problèmes techniques que vous relevez, apparemment vous n'avez pas eu des problèmes administratifs par rapport à d'autres partis politiques qui se sont arrêtés peut-être à des oppositions des représentants locaux pour ne pas mener l'activité, mais l'ANC, apparemment, vous déroulez vos activités sur le terrain comme sans difficulté. Je peux vous dire qu'il y a eu quelques petites difficultés. Par exemple, le maire de Mpoti a refusé que la réunion se tienne dans sa localité. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ici la lettre d'information que nous avons adressée au ministre de l'administration territoriale et au ministre de la sécurité. Oui. Comme le dit la loi, il ne faut pas dire que on déroule le tapis rouge devant nous. Non. Le maire a refusé. Nous lui avons signifié, nos collègues qui étaient à Mpoti lui ont signifié que non, ils ne pouvaient pas. Ce que dit la loi, c'est d'informer. Alors, finalement, pour ne pas créer de problème, nos collègues ont ramené la réunion dans une autre localité de la commune, et ça s'est bien tenu. Je peux vous dire que lorsque nous étions à Loutougou, bon, on a eu les forces de sécurité ont voulu, nous leur avons expliqué tranquillement et nous sommes entendus. Nous sommes entendus quand nous leur avons montré les papiers. Nous sommes entendus et la réunion s'est bien déroulée. Je peux vous dire qu'à Korbongou, nous avons fini de tenir notre réunion lorsque le chef canton a convoqué nos collègues pour aller s'expliquer pas devant lui. Quand on nous a appelés, nous étions très loin de Borgou en ce moment. Quand nos collègues nous ont appelés, nous leur avons dit d'aller dire au chef de Korbongou que ce n'est pas son rôle. Qu'aucun membre de l'ANC, du bureau de l'ANC, n'a venu lui présenter un rapport sur une réunion de parti politique, de notre parti politique, d'aller lui dire. Et s'il ne veut pas comprendre, qu'il nous appelle, nous-mêmes, nous nous déplacerons pour aller le lui dire là-bas. Je peux vous dire qu'à des endroits, ça s'est très bien passé. Et, bon, je crois que le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la sécurité, surtout le ministre de la sécurité, ont dû faire un sauf-conduit, je ne sais pas, ont dû envoyer la lettre que nous leur avons adressée, comme le dit la loi. Nous, on n'a pas peur d'aller affronter, d'aller vers les difficultés. Nous affrontons les difficultés. L'ANC affronte les difficultés. Je ne veux pas rentrer dans des considérations inutiles qui ne fait pas progresser et la lutte. Tous ceux qui veulent dire des conneries, ils n'ont qu'à continuer par les dire. Nous faisons, donc, chacun libre quand même. Nous faisons notre travail. Ce qu'on doit faire, nous le faisons. Nous le faisons normalement. Et chacun le fait aussi normalement dans son camp. Je rappelle que nous sommes avec M. Francis Pedro Amouzou, il est conseiller chargé des relations avec les médias à l'Alliance nationale pour le changement. M. Francis Pedro Amouzou, parmi les sujets évoqués avec les fédérations, figure aussi la réunion de la discussion de la CENAP qui ont pris fin le 13 juillet dernier, travaux dont vous avez participé. Vous avez quitté la table de discussion la veille quand même de la fin des travaux. Sur ce sujet, qu'est-ce que vous dites concrètement à vos fédérations? D'abord, je rectifie quelque chose. Nous n'avons pas quitté la table de négociation la veille. D'ailleurs, nous n'avons pas quitté la table de négociation. Nous avons fait signifier au ministre de l'administration territoriale que la manière dont cette concertation est conduite risque de créer encore des problèmes
à notre pays. Et vous avez participé quand même aux travaux jusqu'à la fin. Non. Et que nous lui demandons de rectifier le tir pour que de cette concertation, vous lui proposez quoi? Quelque chose de probant puisse sortir qui agrée le peuple togolais. Tout le monde sait ce que veut le peuple togolais. Donc, nous ne pouvons pas faire des simagrées dans une concertation. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons fait d'ailleurs des conférences de presse pour expliquer notre position. Et on ne dit pas qu'une grande personne ou une personnalité a menti, mais je crois que c'est une contre-vérité de dire que l'ANC a quitté la table de négociation la veille. D'ailleurs, les lettres que nous avons adressées au ministre de l'administration territoriale l'attestent très bien. Nous avons dit, nos délégués qui sont à la table de négociation, nos délégués suspendent leur participation jusqu'à ce qu'on trouve une solution au problème que nous évoquons. Voilà, c'est aussi simple comme bonjour. Maintenant, cette clarification faite, nous avons le devoir, comme nous l'avons fait dans nos conférences de presse, pour dire comment nous voyons les choses. Il est tout à fait naturel qu'en rencontrant nos structures de base, nous puissions leur faire l'état des lieux, leur dire comment les choses se sont passées, puisque ce sont ces structures-là qui vont aller vers les populations pour une remobilisation. N'est-ce pas? Donc, nous l'avons fait. Nous leur avons dit ce que nous avons déjà dit dans nos conférences de presse et sur vos antennes ici, que sur la CELI, sur le recensement, sur le découpage électoral, sur un certain nombre de choses concernant les élections, voici notre position là-dessus. Et vous connaissez ces positions-là. Alors, nous avons fini aussi par dire que malheureusement, il était prévu à cette concertation qu'il doit y avoir des mesures d'apaisement. On doit parler des mesures d'apaisement. On doit parler de la vie chère. On doit parler de tout ce qui est social et qui ne va pas dans le pays. On doit en parler. Malheureusement, la concertation, le ministre de l'administration territoriale y a mis fin sans qu'on parle de ces choses-là. Et nous avons aussi dit aux populations qu'il était important pour l'ANC que ces mesures d'apaisement puissent être mises en exergue, c'est-à-dire la relaxation totale des prisonniers politiques, le retour de tous les politiques qui sont partis en exil à cause de la politique, il faut qu'ils reviennent. Et la vie chère, il faut que l'État fasse tout pour permettre que le panier de la ménagère puisse être garni pour que le Togolais puisse manger à sa faim. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit, nous le répétons. D'ailleurs, c'est notre credo, non? Est-ce que depuis que l'ANC est née, est-ce que nous avons cessé de dire ces choses-là? Non, nous n'avons jamais cessé. Nous sommes des combattants. Un combattant ne quitte pas le combat. C'est notre philosophie. Nous sommes, quand il y a un combat là, nous sommes là. Nous sommes là. Voilà ce que nous sommes. Dans quel esprit étiez-vous parti à ces discussions? Notre parti, j'ai mal compris la question. Et dans cette dynamique, vous étiez avant d'aller à ces discussions. Être compris, ou bien vous savez qu'il y aura ces blocages-là. Là, finalement, vous donnerez raison à ceux-là qui n'avaient pas répondu à l'appel. Écoutez, qui des discussions. Écoutez, nous n'allons pas revenir chaque fois sur ces questions. Chaque parti est libre de prendre position ou de ne pas prendre position. C'est ça la démocratie. Alors, je ne veux pas aller voir l'ANC dans le viseur d'un autre parti. Je ne voudrais pas aussi que d'autres partis se regardent dans le viseur de l'ANC. Mais nous sommes
d'un même pays. Chacun assume sa responsabilité. Chacun assume sa responsabilité. Il peut arriver que nous nous entendons sur un certain nombre de sujets, n'est-ce pas? Alors, si nous nous entendons sur un sujet, c'est bon. Mais pourquoi nous étions à cette concertation? Nous l'avons déjà dit. Mais l'ANC a écrit au chef de l'État pour demander cette concertation. Malheureusement, le chef de l'État ne nous a pas répondu à maintes reprises. Et voilà que le gouvernement s'amène pour dire « je vais faire ». Est-ce que nous, qui avons demandé, nous pouvons dire non? Mais au fait, il y en a qui disent qu'il ne faut jamais discuter. Bon, c'est leur philosophie. Peut-être ils ont quelque chose de plus, ou ils ont un autre moyen pour faire fléchir ce pouvoir-là. Nous, on ne sait pas. Ils sont les bienvenus s'ils ont les moyens de le faire. Nous ne disons pas non. Mais ils ne peuvent pas nous dire à nous de ne pas discuter pour pouvoir trouver un moyen de faire fléchir ce pouvoir-là. Ils ne peuvent pas. J'ai écouté des discours, je ne veux citer personne. J'ai écouté des discours, mais nous n'allons pas rester à l'étape de discours. Il faut agir. Alors, si aller discuter, cela veut dire que nous sommes des traîtres, bon, ça, c'est ceux qui le disent. Mais nous l'avons suffisamment démontré que aller discuter, ça veut dire que nous gardons ce que nous sommes. L'ANC garde ce qu'elle est. L'ANC ne change pas. L'ANC est sur le métier. Chaque jour, nous nous remettons sur le métier. Vous savez, j'ai rigolé un peu lorsque monsieur le président Laurent Gbagbo a rencontré Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. J'ai rigolé et j'ai vu ce que les Togolais ont écrit. Voilà des gens qui ont fait la guerre et qui se rencontrent. Nous, c'est une guerre larvée parce que les morts que nous avons, c'est tout. C'est une guerre larvée. Mais il nous faut discuter. Le monde nous donne des leçons. Regardez, est-ce que quelqu'un aurait cru que les États-Unis pouvaient discuter avec les talibans en Afghanistan? Est-ce que les États-Unis pouvaient discuter avec les talibans? Mais les États-Unis, la France, l'Union soviétique, la Russie, l'Allemagne, ils discutent avec les talibans. Apprenons du monde. Apprenons des exemples du monde. Ne soyons pas sectaires, renfermés sur nous ici au Togo avec des vues obtuses. Non. Nous disons que ce pouvoir gouverne mal. Nous le disons en des termes clairs. Nous disons que ce n'est pas normal qu'on puisse arrêter des gens parce qu'ils ont parlé de leur pays et la Constitution leur donne le droit. Nous ne pouvons pas accepter cela. Mais ceux qui le font, ceux qui nous embastillent, ceux qui nous tuent, ceux qui font ça aussi des Togolais, il nous faut, et avec des marges, il nous faut leur dire ce que vous faites, les yeux dans les yeux, ce que vous faites n'est pas bon. Changez. Vous avez vu, non? Quand vous êtes venu à nos conférences de presse, est-ce que vous avez vu que l'ANC rampait devant le pouvoir? Nous avons fait la démonstration suffisamment. Je n'ai pas à déblatérer à vos micros ici. Dernier sujet à évoquer sur l'ANC et par rapport à cette tournée, c'est les prochaines régionales qui sont annoncées en 2022. C'est vrai que vous l'avez dit dans vos récents propos que cette tournée ne vise pas seulement à préparer ces élections régionales qui s'amènent, mais l'ANC, les élections régionales de 2022, comment ça se prépare? J'ai écouté beaucoup, ou bien j'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup de choses. J'ai lu des audios dithyrambiques. J'ai vu un certain nombre de choses. Ah, l'ANC est en train d'aller au régional. Et on nous a taxé même tous ceux qui vont aux élections avec le pouvoir sont des collabos, sont de ceci,
sont ceux-là. Bon, nous, on écoute ça. Pour le moment, M. Gisas Adjakoto, est-ce qu'on a annoncé les régionales? Est-ce que quelqu'un a annoncé l'organisation des régionales? Personne n'a annoncé ça. Personne n'a annoncé. Pourquoi les gens veulent aller voir l'ANC en train de préparer les régionales? Pourquoi? Pourquoi cela? Bon, je laisse ça de côté. Je reviens maintenant à la question. Les régionales font partie de l'ordonnancement des élections locales. Oui. N'est-ce pas? Et de tout temps, tous les partis politiques, sauf le pouvoir, demandaient l'organisation des élections locales. De façon comme ça, ils ont fait les municipales. Vous savez que les locales, c'est 2 étapes. Les municipales et les régionales. Ils ont fait les municipales. Il reste les régionales. Et c'est pour organiser ces régionales-là que le ministre, dans un premier temps, ministre de l'administration territoriale, dans un premier temps, nous a contactés pour l'organisation des régionales. Et nous vous avons dit que l'ANC a répondu vertement. Si c'est pour l'organisation des régionales, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous on ne vient pas. Mais si vous voulez qu'on parle du Togo, des problèmes qui assaillent le Togo, nous sommes votre homme. Finalement, nous avons eu gain de cause et ils nous ont dit, venez, on va parler de tout. Seulement, c'est, venez, on va parler de tout là, c'est ça qui a causé problème. Le tout, quand nous voulons en parler, on dit non. On dit non. C'est pas ce qu'on s'est dit au départ. Il faut ce qu'on s'est dit là, il faut qu'on le fasse. On parle des vrais problèmes du Togo. Donc, les régionales, ça peut venir, je ne sais pas quand. Mais l'essence d'un parti politique, c'est quoi? Un parti politique, c'est quoi? Un parti politique, c'est d'aller aux élections pour gouverner, n'est-ce pas? Donc, le rôle premier du parti politique, c'est de mettre ces équipes, en tout cas, ces structures en branle pour attendre les élections. Et on dit, il y a un adage en Évé ou bien en Mina qui dit Awadjogbe m'appelle tout. C'est-à-dire, c'est quand la guerre va venir là, que vous allez commander vos armes. C'est sûr que vous êtes battu. La guerre vous a gagné. Si c'est comme ça, là, vous êtes. Mais si vous êtes un parti normal, tout ce que vous faites, la mobilisation, c'est quoi? Au finish, quand vous mobilisez, c'est pour que les gens aillent voter pour vous. Donc, tout est lié. Nous ne préparons pas les régionales, mais nous mettons comment on dit ça? En ordre de bataille nos structures pour dire réveillez-vous, allez vers les populations, expliquer la philosophie du parti pour que demain, si, je dis bien si et seulement si le parti décide d'aller à quelques élections que ce soit, que nous ne soyons pas surpris. On va voir ce que l'actualité de la semaine écoulée nous propose ici avec Hervé Essay. Coronavirus, le Togo est actuellement dans la 2e vague de contamination. Et pour apporter les bonnes informations aux populations, le gouvernement, représenté par 3 ministres, a outillé lundi les directeurs d'organes de presse, journalistes et animateurs d'émissions sur la Covid-19. Ces acteurs, une fois outillés, sont appelés à éclairer la population sur la vaccination en cours dans le pays. Professeur Akoda Iwadan, ministre de la Communication. Depuis quelque temps, notre pays fait face à ce que l'on peut considérer comme une seconde vague de la Covid-19 avec un nombre de contaminations très élevé et des hospitalisations pour des cas graves assez importants. Le gouvernement a pris le parti de réunir les hommes de médias, les hommes de communication pour échanger avec ceux-ci sur une réorganisation de la communication autour de la pandémie à Covid-19. Il est clair que depuis quelque temps, les
Les 47 États membres de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé OMS se sont réunis mardi à Lomé les 24, 25 et 26 août pour le compte de la 71e session de leur comité régional. Cette session qui s'est déroulée en format virtuel à Lomé vise à examiner et approuver la politique, activités et plans financiers régionaux visant à améliorer la santé et le bien-être des populations. Parmi les questions abordées figure l'intensification de la riposte à la Covid-19. Victoire Tomega Dogwe, chef du gouvernement. Le Togo se réjouit d'accueillir la 71e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé sous un format virtuel imposé par la pandémie à la Covid-19. La lutte contre cette pandémie est particulièrement complexe. Outre la Covid-19 et la poliomyélite, les travaux de la présente session sont penchés sur tous les sujets importants de santé publique qui sont source de préoccupation sur notre continent. Le financement de la santé, la couverture de santé universelle, la tuberculose, le VIH-Sida, les hépatites virales, les stratégies visant à venir à bout de la méningite et du cancer du col de l'utérus. Les candidats au baccalauréat deuxième partie ont été situés mardi sur leur sort sur toute l'étendue du territoire national, avec un taux de réussite de 69%, soit une hausse de plus de 7%. Nombreux sont ces candidats qui ont exprimé leur joie. Je suis tellement ému. De mon côté, les résultats sont bons. C'est pas pour rien j'ai pris la série G3. Je rêve d'être un gestionnaire, un comptable ou un agent commercial. J'ai réussi. Ça me fait trop plaisir parce que j'ai vu tous mes amis réussir. C'est bon. Même je pleure même. Ça n'a pas été facile. On a marché sur le soleil, la pluie, avec les moustiques qui nous piquent partout par là. Je vais aller à l'université de Lomé. Je souhaite à les amis qui n'ont pas réussi bon courage que l'année prochaine, eux aussi, Dieu va faire, ils vont prendre leur bac. J'ai travaillé, j'ai bossé dur. Ma mère m'a dit que, oh mon fils, tu vas devenir fou. J'ai dit que maman, cette fois-ci, je vais avoir le bac pour te rendre fier. Et je l'ai fait. Elle a été très contente même. Elle a dit, ça c'est mon fils. Éducation toujours avec la décision du gouvernement de rendre gratuits les frais d'inscription et de scolarité pour les collèges et lycées publics du Togo pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. Une décision bien accueillie par le président du mouvement Mater Luther King, Pasteur Edo Komi, et le conseiller de l'Union togolaise des associations des parents d'élèves, Edo Misebukbo, que je vous invite à écouter respectivement. Le mouvement Mater Luther King salue cet acte qui est de nature à donner un peu de souffle aux parents dans une période de crise sanitaire qui a presque ralenti toutes les activités. Pourtant, il est permis de s'interroger sur l'aspect pratique de cette mesure étant donné que les infrastructures ne sont pas au point. Si aujourd'hui le chef de l'État a pris cette décision d'exonérer les parents des frais scolaires, nous ne pouvons que saluer cela et le remercier du fond du cœur. C'est un pas vers la gratuité de l'école. Ça suppose que comme dans le temps, dans les années 60, l'école était pratiquement gratuite. Le gouvernement prend également en charge la tranche sociale d'électricité et d'eau du mois d'août 2021. Les autorités togolaises rassurent les populations des dispositions prises pour l'effectivité et le succès de ces mesures. Professeur Akoda Iwada, porte-parole du gouvernement. Cette disposition qui est prise, ce sont les clients basse tension, prépayés ou post-payés, qui sont concernés par la mesure. Si nous prenons ceux qui sont sur le prépayé, la mesure aura une effectivité dans la période de référence du 1er au 30 septembre. Dans cette période, il suffira pour un consommateur d'acheter du cash power. S'il met ne serait-ce que 1 franc, la CET va le doter de 40 kWh. Pour ceux qui sont sur le poste payé, la période de référence est du 1er au 31 août et les 40 kWh de dotation seront prélevés sur la facture de cette période de référence. Wezu, la vie en langue nationale, c'est le nom du nouveau programme national du gouvernement pour réduire la mortalité maternelle et néonatale au Togo. Le programme a été lancé ce jeudi à Lomé et est déjà effectif dans les centres de santé publics du Togo. Dr Agba Assima Messili Akla, ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. Aujourd'hui, le programme Wezu, qui embrasse toute femme enceinte sur le territoire togolais, va permettre d'améliorer la prise en charge, de prévenir les complications, d'où l'importance des consultations prénatales et donc réduire le frais financier d'accès aux soins de santé. La crédibilité de la justice togolaise est entachée avec son lot de lenteur dans le traitement des dossiers amplifiés par la corruption. Cette
Cette situation ne laisse pas indifférent le président de la Cour suprême du Togo et président du Conseil supérieur de la magistrature. Pour ce faire, le magistrat Abdoulaye Yaya a animé jeudi à Lomé une conférence de presse pour revenir sur le rôle que doit jouer la justice dans la société et pointe du doigt accusateurs les juges de la Cour d'appel et du tribunal de première instance de Lomé qui ont pris en otage la justice togolaise. Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême du Togo. La mission de la justice et des juges est d'assurer le juste équilibre entre l'intérêt général, la protection des libertés individuelles. Trop d'affaires, l'indélicatesse de certains magistrats et de leurs acolytes profitant de cette institution judiciaire inaccessible aux non-connaissants et aux non-sachants. Certains magistrats profitent de cette situation pour en tirer profit. Les parties n'arrivent plus à suivre l'évolution de leur dossier car ces parties ne connaissent même plus les dates d'appel, de renvoi ou de délibération de leur cause. Monsieur Francis Pedoramuzou, je veux qu'on insiste sur la dernière réaction du président de la Cour suprême du Togo, président du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur Abdoulaye Yaya, qui vient de dresser l'état des lieux de la justice togolaise. Il a levé le voile sur les mots qui minent notre justice. Comment vous le trouvez? C'est un secret de polichinelle que la justice togolaise est à double vitesse. C'est selon que vous soyez puissant ou misérable. Cette justice-là est rendue pas au nom du peuple togolais. Cette justice-là est rendue au nom de la puissance qui met les juges en branle ou le nombre de billets de banque qui met le juge en branle. La vérité, on doit la dire. Notre justice est malade. C'est pas la première fois que ça se dit. Ce n'est pas le président de la Cour suprême qui le dit le premier. Le chef de l'État lui-même en a fait le constat. Mais ce qui est grave au Togo, c'est qu'on fait des constats, mais on n'agit jamais. Quels sont les juges pourris qui empoisonnent la vie de notre justice? Il faut les mettre hors d'état de nuire. Qui sont ceux qui donnent des ordres aux juges de condamner X et Y inutilement? Je prends le cas des incendies des marchés. Nos collègues ont fait 5 ans. Il y a d'autres militants, d'autres partis qui sont en prison pour avoir dit, pour avoir parlé de leur pays. Ils sont condamnés. D'autres ont rendu là même, on l'a pris. D'autres ont rendu là. Le secrétaire général du PNP, la dernière fois, M. Abdoulaye s'est ajouté à M. Yakanou et d'autres. Qui sont ceux qui font ça? Il est bien de faire le constat, hein, mais il est bien d'agir. Donc au-delà de ces paroles, il faut demander à M. Abdoulaye d'aller au-delà de ce qu'il a dit. Ah ben dis donc, oui. J'ose croire qu'au moins au niveau de la Cour suprême, là, il fera le ménage. J'ose croire qu'au tribunal de première instance, et c'est là le mal. C'est là le mal. C'est de l'affairisme pur et dur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut un travail. Il faut arrêter cela. C'est-à-dire, les juges ripoux, il faut les sortir. Mais il y a aussi des avocats ripoux. Il y a tout ça là. Tout le corps judiciaire a un problème. Non, il faut changer les choses. Dans un pays où la justice est comme ça, mais c'est fini. C'est plus un pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que les opérateurs économiques, seulement ceux qui sont des filous aussi, c'est eux, ces opérateurs économiques-là, qui viennent dans un pays où la justice ne marche pas. Mais un opérateur économique normal, il ne viendra jamais dans un pays où il y a une justice comme la justice togolaise. Et pourtant, il y a de bons juges, il y a de bons avocats parmi eux, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne font pas tâche d'huile. Les ripoux sont nombreux. Voilà. Donc, moi, le constat, je ne suis plus au niveau des constats. Je voudrais être au niveau de l'action. Parce que il nous arrive, profanes que nous sommes,
de lire certaines décisions. Oui. Et c'est abracadabrant, ou bien c'est abracadabran. Vous ne savez pas comment on est arrivé à prendre une décision de ce genre. Et surtout, n'allez pas dans les affaires de foncier. Hein. Oh, les juges sont en affaire avec les ripoux du pays. On vend les terrains des gens et c'est les juges qui donnent force de loi aux voleurs. Mais c'est dans quel pays nous sommes? Il faut que tout cela change. Il faut que ça change. Il faut que le pouvoir cesse d'instrumentaliser la justice. Il faut que le pouvoir d'argent aussi cesse d'instrumentaliser la justice pour laisser les juges libres et prendre leurs décisions en leur âme et conscience, comme le dit leur texte. On va évoquer les nouvelles mesures sociales prises par le gouvernement à cette période de crise sanitaire, ceci pour aider les couches vulnérables. On a appris la gratuité des frais scolaires à partir de la rentrée prochaine et aussi la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021. Parce que de la mesure, depuis l'apparition de cette crise sanitaire, le gouvernement est toujours attentif aux cris des populations. Ce n'est pas la dernière ni la première mesure. D'une façon globale, comment vous trouvez ces nouvelles mesures? Monsieur Gildas Adiakoto, je vais vous surprendre. Et ça, ce que je vais dire là, ça n'engage que ma petite personne. Parce que je suis là, je regarde. Vous vous souvenez, quand on a parlé de gratuité de l'école dans ce pays, vous vous souvenez du tollé général que ça a créé dans les établissements? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez que, en tout cas, moi, j'ai dit que gratuité de l'école, en ce moment-là, on disait c'est au cours primaire. Les élèves du cours primaire ne vont pas payer l'écolage. Oui. C'est ça, non? Oui. Et on s'est limité aux écoles publiques. Les écoles privées, ce sont des Béninois qui sont là? Ou bien ce sont des Ghanéens? Ce ne sont pas des Togolais qui sont là? Oui. Lorsque on veut prendre une mesure pour tout le pays, mais tous les citoyens sont concernés. Donc vous voulez qu'on l'État sur le domaine privé? Que l'État puisse faire la distanciation entre, ou bien la différenciation entre un Togolais X et un Togolais Y. Je ne peux pas comprendre cela. Je ne peux pas le comprendre. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'écoles publiques que les Togolais, les parents Togolais sont obligés d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées. C'est pas parce qu'ils sont crésus, hein. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils envoient leurs enfants dans les écoles privées. C'est pas manque. Regardez bien. Allez dans les établissements. Vous allez voir le nombre dans une classe. Vous avez plus de 70 élèves dans une classe. Que voulez-vous que le maître fasse? Que voulez-vous qu'il fasse? Donc, moi, c'est une mesure comme cela. Bon, je le prends comme cela. Et je dis, si l'État veut prendre une mesure pour les Togolais, que ça concerne tous les Togolais. Sans exception. Sans exception aucune. Parce que le Covid, ou bien la Covid-19, qu'on évoque ou qu'on invoque pour faire ces mesurettes là, mais ça ne frappe pas que les parents qui ont mis leurs enfants dans les écoles publiques, hein. Ça frappe durement aussi les parents qui ont mis leurs enfants dans les écoles privées. Donc, on ne peut pas, comme on le dit, en Mina ou bien en Évé, le Togo est un et indivisible. Donc, toute mesure de l'État devait concerner tous les Togolais. Tous les enfants. D'ailleurs, ces enfants sont
les pupilles du Togo, les pupilles de notre pays. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont gouverner demain, qui auront en charge le pays demain. On ne doit pas badiner avec cela. Je reviens. Et vous allez voir à la rentrée prochaine ce qui va se passer. Parce que les parents ayant entendu que plus de frais de décollage cette année-là, les gens vont aller enlever leurs enfants du privé pour le public. Alors que le public est déjà bondé, très très bondé. Là, vous rejoignez Pasteur Dokomi qui parle des infrastructures qui ne sont pas disponibles pour accompagner ces mesures. Monsieur Gildas Diakoto, je reviens du tréfonds du Togo. J'ai vu ce que c'est que les établissements de notre pays. Je le dis ouvertement. J'ai vu de mes propres yeux. Et ce n'est pas la première fois que je vois ça. Lorsque vous allez au tréfonds du Togo, vous avez les larmes aux yeux en voyant nos structures scolaires. Vous voulez aller dans les environs de Nanergou? Vous voulez aller dans les environs de Tindiassé comme ça? Vous voulez aller dans les environs de Borgou, et comme ça? Vous voulez dans la Kosa ici, vous voulez y aller? Dans la Bina, vous voulez y aller? Vous voulez voir tout ça là, dans toutes les préfectures possibles, vous voulez les voir? J'en pleure. Mais au-delà de ça, on note des résultats satisfaisants. Francis Pedro Amouzou, on prend l'exemple des résultats du Bac 2 qui ont été proclamés. Vous avez écouté même ceux-là qui ont décroché ce diplôme qui leur ouvre les portes des universités. 69,59% de taux de réussite contre 62 l'année dernière. Vous les avez écoutés. Selon vous, quels sont les facteurs de cette légère progression? Écoutez, sur ce coup-là, je voudrais saluer les parents. Je voudrais saluer les parents. Les parents seuls? Laissez-moi doucement, vous allez avoir tout ce que vous voulez avoir de moi. Je voulais saluer les parents d'élèves pour les efforts. Parce que envoyer son enfant à l'école en ce moment-ci, c'est la croix et la bannière. Je voulais les saluer. Je suis même debout pour les saluer. Je voulais saluer les enseignants qui se saignent là pour avoir 100 élèves dans une classe et faire des réussites. Je voulais les saluer. Je voulais les encourager à continuer. C'est un sacerdoce. Je voudrais demander que l'État regarde très bien, et les parents d'élèves, et les enseignants. Les enseignants, toujours les volontaires aussi. Tout ordre confondu. Quand je parle d'enseignants là, je dis tout ordre confondu, de l'université jusqu'au préscolaire. Tout ordre confondu. Maintenant, je reviens sur les résultats. Moi, je n'applaudis pas 69%. Non, je n'applaudis pas. Je veux avoir 85%. C'est ça, là. C'est ça, réellement. Pourquoi je dis cela? On peut y arriver. On peut y arriver comment? Avec 100 élèves dans une classe? Avec, le manque criant de matériel didactique? Avec l'enseignant qui est, je ne sais quoi? Avec les infrastructures scolaires que nous avons là, nous allons arriver à 80% ou 85%. Parce que le parent qui s'est saigné pendant toute une année pour mettre son enfant au monde, à l'école, quand son enfant échoue, eh bien, dis donc, c'est vraiment du traumatisme pour lui. C'est du traumatisme. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que pour un parent qui s'est saigné. Voilà quelqu'un qui gagne 60 000 francs et qui doit envoyer son enfant à l'école. Supposons qu'il n'a qu'un seul enfant. Si nous faisons un petit calcul, 60 000 francs.
les frais de collège, les frais de fourniture, le capi, le manger à l'école, le manger à la maison, les soins. L'enfant va avoir la fièvre, il va tomber malade. Là, on a ce qu'on assure, le gouvernement a mis en place cette assurance-là pour les élèves aujourd'hui qui fait son cours normal d'établissement scolaire public. Vous voyez, M. Gisèle Adjakoto, vous parlez toujours des mesurettes. Je refuse d'être dans les mesurettes. Je refuse. C'est comme vous écoutez, c'est comme si rien n'est fait. Nous parlons d'un État. Nous parlons de notre pays. Et ce qui doit être, c'est ce que je dis. Je ne parle pas de mesurettes. Je parle du Togo. Je parle de ce qui doit être fait. Pourquoi ne consultons pas beaucoup d'écoles? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi n'avons-nous pas d'université digne de ce nom? Pourquoi? Pourquoi on ne recrute pas autant d'enseignants? Pourquoi? Mais c'est le rôle de l'État, non? Le budget de l'État est fait pourquoi? On me dira que ce n'est pas seulement l'école. Mais quel est ce pays-là vous voulez construire sur du néant? L'éducation est la base de tout. L'éducation, la santé, et puis, miam miam, ce qu'on met dans la bouche. C'est ça qui est important. Et c'est de cela que le gouvernement doit s'atteler. Pas ce que nous voyons là. Pas ce que nous voyons quand nous voyons sur les réseaux sociaux que des ministres se payent des voitures assez... Oui, dans le secteur de l'éducation. L'argent là aurait suffi pour mettre une école quelque part. Monsieur Francis Pedro-Amouzou, dans le secteur de l'éducation, il y a quand même des efforts qui ont été faits. C'est vrai que vous suivez depuis ce moment les travaux du professeur Kokoroko au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, avec ces dernières notes qui portent sur la gratuité des cours de vacances, aussi les relevés de notes et d'autres décisions. Globalement, comment vous trouvez ces décisions récentes prises par le patron de ce département? Je vous ai dit que je vais vous surprendre, M. Gédas Adjakoto. Tout ça là, c'est du Wamanchou. Du Wamanchou qui n'apporte pas grand-chose à notre pays, surtout à l'éducation nationale. D'abord, le système même est à revoir totalement, de fond en comble. Parce que le système d'enseignement que nous avons là ne va fabriquer que des chômeurs. Ce système-là ne va fabriquer que des chômeurs. D'ailleurs, des demi-lettrés. Si ce système-là ne change pas pour amener les élèves à avoir quelque chose entre leurs mains, vous savez, les Ghanéens ont compris depuis. Vous vous souvenez que les Ghanéens venaient ici cirer nos chaussures, non? Vous avez vu un Togolais cirer des chaussures? Non. On a appris au Togolais que les petits métiers là, non. Lui, il doit être un fonctionnaire. C'est ce qu'on a appris au Togolais. Ce n'est pas bon. Tout le système doit changer. Tout le système. De l'université jusqu'à maintenant, ça doit changer. Le monde évolue. Ça, si on s'attaque à ça, et nous serons là pour dire, ah oui, très bien, voici nos propositions aussi. C'est le premier point. Le second point. On ne vient pas dans un monde comme ça. Je décrète. Non. On ne décrète pas comme ça pour un pays. Il faut regarder les choses en face. Qu'est-ce qui a amené les répétitions au Togo? C'est parce que les classes sont bondées que le maître n'arrive plus à avoir la main sur l'ensemble. Donc les parents sont obligés, en dehors du maître, de chercher un répétiteur. C'est comme ça que c'est arrivé. Alors pour éviter qu'il n'y ait pas de répétition
payante, eh bien, il faut créer beaucoup d'écoles. Il faut recruter des enseignants pour que le nombre qui doit être dans les classes d'école soit un nombre raisonnable, permettant à l'enseignant de dérouler tout son savoir. Donc, Monsieur Kukuruku, j'écoute des choses, je lis des choses, je dis, bon, tout le monde peut faire son Wamanishu. C'est tout. Avant d'aborder le dernier direct de cette édition, on va marquer la pause. Le temps de servir nos annonceurs, on revient avec notre invité, M. Francis Pedro Amouzou de l'ANSI. Rétro 7, c'est le condensé de l'actualité de la semaine. Rétro 7, c'est la revue de presse, c'est aussi le décryptage, l'analyse des principaux événements de la semaine avec un ou plusieurs invités. Rétro 7, c'est tous les samedis de 10h à 11h30 sur Victoire FM, une présentation de Delago. Rétro 7, un rendez-vous hebdomadaire à ne manquer sous aucun prétexte. Retour en studio avec notre invité, M. Francis Pedro Amouzou, conseiller chargé des relations avec les médias à l'ANC. On va aborder maintenant le programme Wezou, c'est pour accompagner la femme enceinte et le nouveau-né, aussitôt lancé, annoncé mercredi à Conseil des ministres. Ce programme a été lancé jeudi au ministère de la Communication par le ministre en charge de la Santé, chargé de l'accès universel. Le programme Wezou, c'est pour accompagner la femme enceinte depuis le premier jour jusqu'à l'accouchement. Et puis le nouveau-né, Francis Pedro Amouzou, c'est vrai que vous avez suivi ce nouveau programme qui a été lancé en faveur de ces couches. Aujourd'hui, comme l'a dit le chef de l'État en 2011, en lançant la Karma, aucune femme ne devait perdre la vie en allant donner la vie. Pourvu que ça dure. Ouais, pourvu que ça dure. Vous vous souvenez, le chef de l'État, Thierry, a lancé la gratuité de la césarienne. Moi, je vais dans les centres de santé. Tu sais ce que ça coûte? C'est vrai, il y a des kits pour la césarienne. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des ruptures aussi de ces kits. Mais c'est vrai qu'en dehors des kits pour la césarienne, il y a également d'autres frais, des médicaments. Sans cela, la maman ne peut pas supporter. Mais on a annoncé la gratuité. Quand on dit gratuité là, ça doit être gratuit. C'est ça la réalité. Il faut que le langage politique doit être clair et accessible pour tout le monde. Oui, l'État peut prendre en charge ceci. Quand on dit ça, je suis d'accord. Mais dit la gratuité, mais à côté, il y a d'autres choses. Ah, ça me peine. C'est encore vraiment quelque chose qui arrive. On dit Wezou. Heureusement qu'on n'a pas dit Alafia en plus. Sinon, on va dire Wezou Alafia. Pour me rappeler d'une époque. Wezou. Oui. Aucune femme ne doit mourir quand il est en couche. Aucune femme. Et ça, c'est pas respect à nos mamans. Elles donnent la vie. Si l'État veut prendre en charge, en tout cas, la consultation prénatale, c'est ça, non? En charge la consultation prénatale. Suivre la maman jusqu'à l'accouchement. Ah oui, c'est une bonne chose. Mais je dis, pourvu que ça tue. Et pour que ça tue, il faut des centres de santé. Allez à l'hôpital secondaire de Baie, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire là. Allez à Ouetrivi-Kondi, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Alors, pourquoi au Togo, nous ne faisons pas le bilan des actions que nous avons entamées et on ajoute seulement, ça fait du bilan. Moi, ça me gêne.
Ça me gêne énormément. Donc, on écoute des choses, on jette quelque chose, et puis après, on a des difficultés énormes. Parce que c'est sur les médecins et les sages-femmes que ça agit après. Parce que les populations ont écouté. C'est gratuit. Oui. Quand elles vont y aller, elles vont s'attendre vraiment à la gratuité. Malheureusement, il y a d'autres frais qui arrivent. Donc, le ministre de la Santé, là, son rôle, c'est de nous dire, nous avons lancé telle action. Quelle date? Voici le bilan. Donc, nous allons corriger ceci. Et après, nous ajoutons ceci. Jamais. Pas de bilan au Togo. On nous a annoncé dans ce pays-là, c'est quoi comment l'hôpital doit être... L'hôpital Saint-Péregrin. Non, co-gestion de quelque chose. La conceptualisation. La conceptualisation. La conceptualisation des... Oh, on nous a annoncé ça tambour battant ici. On a dit c'est la solution qui sauve le Togo. Où en sommes-nous aujourd'hui? Professeur Midiyawa. Moustapha Midiyawa. Pardon. Où en sommes-nous? Il ne faut pas venir nous dire des choses, sans faire de bilan. Non. C'est en faisant le bilan qu'on peut savoir là où il y a eu des difficultés, là où il y a eu des manquements. On corrige cela avant d'en ajouter. Bon. Le programme Ouezou est là, ça a commencé. Yako pour vous. Nos papas aussi. Yako. Parce que je sais ce qui va se passer dans les hôpitaux après. Alors, j'ai oublié une partie, je vais le dire. Rapidement. Oui. Très rapidement. Les tranches gratuité, la tranche sociale, c'est ça, non? De haute électricité. Eau et électricité. Au mois d'août. Moi, je reviens là. En quoi ça concerne nos amis de Borgou, que moi j'ai vu? Il y a rien. En quoi ça les concerne? Nos amis de Takwemba, en quoi ça les concerne? Peut-être ce sont des gens en ville qui peuvent en bénéficier. Et puis ce n'est pas toute la population des villes qui va en bénéficier. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que l'État diminue les frais de péage? Parce que ça agit sur toute la population. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que l'État diminue le prix de l'essence, du pétrole à la pompe? Parce que à Borgou, à Takwemba, à Loutougou, c'est le pétrole lampant. Est-ce que ce n'est pas mieux? Ça agit sur toute la population à la fois. Pourquoi on doit sélier les choses? Pourquoi on doit s'occuper de certains Togolais et pas d'autres? Pourquoi? Voilà, je voulais faire cette remarque-là pour dire, les mesures sociales, je suis d'accord, mais il faut que ces mesures soient générales. Ça a touché tous les citoyens. Monsieur Francis Pedro Amouzou, est-ce que vous aimez le sport, notamment le football? Monsieur Gisard Adjakoudjo, je ne voudrais pas ouvrir la boîte de Pandore. Je ne suis pas totalement foot, je suis les jeux de main. J'ai joué au basket. Je ne sais plus où se trouve le basket aujourd'hui. Le basket togolais, le rand togolais, le tennis de table togolais, le volleyball. Bon, entre-temps, au moment où moi j'y prenais goût, le Togo allait à des compétitions internationales. Le Caire, M. Jean-Pierre Fabre a joué dans l'équipe nationale de volley. Il est allé en compétition au Caire. Mais nous allons parler du football. Le foot. J'en viens. Oui, le foot. Depuis 2006, on a des problèmes, mais la fédération a demandé une messe vendredi pour le redécollage de notre sport, une prière pour que les campagnes pour la Coupe du Monde de 2022 se déroulent normalement. Une initiative. Monsieur Gédas Adjakoto, mets-le sur tes genoux. Dieu t'aidera à le porter sur la tête. C'est-à-dire?
C'est-à-dire, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour que le football togolais soit le football togolais, eh bien, vous irez 10 000 fois à l'église, Dieu ne vous écoutera pas. C'est clair comme bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand moi j'étais élève, il y avait le tournoi au sud qui se déroulait dans les établissements scolaires. Et c'est dans cette compétition-là qu'on détectait les talents du pays. Vous vous souvenez de Issa Sakibou? Ah oui, Issa Sakibou était au lycée de Sokodé. Il jouait dans l'équipe de Sokodé, devenu Semassi après. Issa Sakibou était une gloire éteinte, malheureusement. Tournoi au sud, c'est où? Quand vous ne préparez pas la pépinière, ça doit commencer dans les établissements. Cours primaire. Quand vous ne les préparez pas, ne vous attendez pas à faire des miracles. Donc, retour au championnat scolaire. Mais retour d'abord au championnat scolaire. Ensuite, donnons les moyens aux clubs pour fonctionner. Ne politisons pas le sport. C'est parce qu'on a politisé le sport que nous sommes tombés. Je vous assure. Et j'ai assisté à cela, hein, quand Étoile Filante et Modèle ont un match là. Des gens vont payer radio à Kassanuma là, avant. Quand tu es Modèle ou Étoile et on gagne ton équipe là, les gens se fâchent, ils cassent la radio. Et au prochain match, tu rachètes encore. Hein? Je veux ici saluer vraiment nos gloires. Elles sont oubliées aujourd'hui. Oubliées totalement. Appétit est bon. Anator. Denke Wazou. Haïti Gahot. Vous le connaissez? On entend parler. Vous entendiez parler. Vous le connaissez, mais vous ne savez pas que c'est lui. Haïti Gan. Haïti Hot. Je le cite comme ça. Hein, pêle-mêle. Tous ces talents qui ont fait la fierté de notre pays. Si nous allons du côté de la Bosse, Palongo, Balogo, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux quand j'évoque ces noms. Eh, Gérardo, Modèle. Vous voyez? Tommy, Sylvestre Tommy. Vous voyez? Je connais ces gloires-là du Togo. Qu'en avons-nous fait? Qu'en avons-nous fait? Ils ont servi le Togo en délayant du gari dans l'eau. Je vous assure, je les connais tous. Aujourd'hui, où se trouve, comment on l'appelle? Obilalé. Où il se trouve? Où il se trouve? Parisien. Qu'en avons-nous fait? Rien du tout. Nous faisons de la politique avec le sport et le sport est cuit dans notre pays. Il faut cesser cela. Il faut cesser cela. Je ne veux même pas parler de la culture. Nos gloires sont parties. Oui. L'actualité sur le continent cette semaine est dominée par la mort d'Hissène Habré, l'ancien président tchadien, mort à 79 ans en détention au Sénégal. Les victimes se demandent à quel son elles seront quand même
voué. On a aussi appris la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, et puis l'élection de l'éternel opposant zambien Hakainde Hichilema, 69 ans, comme nouveau président de la Zambie. Une alternance en douceur. Tout ceci nous est résumé ici par Vian Kofi Anani. Le nouveau président zambien Hakainde Hichilema a prêté serment mardi à Lusaka, la capitale du pays. Vainqueur de son prédécesseur Edgar Lungu, Hichilema en a pour un mandat de 5 ans. Dans son discours d'investiture, Hakainde Hichilema a promis aux Zambiens le redressement de l'économie pour que la population ait au moins 3 repas décents par jour. Il rejette toute idée de vengeance, mais précise que l'état de droit sera respecté. Plusieurs chefs d'État ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Entre autres, on peut citer le Kenya Uhuru Kenyatta, le Zimbabwe Emmerson Mnangagwa et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. L'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé ce mardi à l'âge de 79 ans. Il est mort à Dakar, au Sénégal, où il purgeait sa peine de prison à perpétuité, ceci après avoir contracté le Covid-19. Pas d'hommage officiel selon les autorités tchadiennes, mais le corps du défunt pourra être rapatrié en N'Djamena si sa famille le souhaite. Abderrahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement tchadien. Il n'y a aucun obstacle à ce que M. Hissène Habré puisse venir être enterré auprès de sa famille. De toute façon, les autorités tchadiennes ne s'opposeront pas. Il n'y aura pas d'hommage officiel vis-à-vis de lui, puisqu'il est condamné pour des délits très importants contre les Tchadiens, mais son corps sera rapatrié au Tchad si sa famille le désire. Ni le droit, ni rien n'empêchera à ce que son corps soit rapatrié dans son pays. Après cette réaction du gouvernement tchadien, une des épouses du défunt a refusé le rapatriement du corps de Hissène Habré au Tchad tant qu'il ne sera pas entièrement réhabilité. Au finish, l'illustre disparu a été enterré jeudi à Dakar, au Sénégal. En RDC, après les mouvements citoyens, l'opposition a annoncé cette semaine des manifestations pour le 15 septembre prochain en vue de contester la loi qui régit la Commission électorale nationale indépendante. Les organisateurs dont la coalition Lamuka accusent le président Félix Tshisekedi de faire blocage au processus électoral. Ils mettent en garde les autorités congolaises contre toute tentative d'organiser la fraude ou de reporter le scrutin en 2023. Une mise en garde qui intervient dans un contexte où les leaders des confessions religieuses peinent à trouver le nom du président de la CENI. Tension diplomatique entre Alger et Rabat, l'Algérie a rompu depuis mardi ses relations avec le Maroc. La décision a été annoncée par le ministre algérien des Affaires étrangères. Il accuse le Maroc d'être auteur des actions hostiles envers l'Algérie. Le Maroc, de son côté, a réagi à travers un communiqué. Le royaume chérifien dit regretter cette décision d'Alger complètement injustifiée et rejette les prétextes avancés par les autorités algériennes. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est très remonté contre les juges de son pays. En réunion mardi à Bujumbura avec les représentants de la magistrature, le président Ndayishimiye a rappelé à l'ordre la justice burundaise. Il accuse les juges de corrompus, source des problèmes du pays. Evariste Ndayishimiye. Les gens sont désespérés, leurs pleurs me sont parvenus et je me suis dit qu'avant d'aller pleurer devant le peuple, je vais d'abord pleurer devant ces juges. S'ils y sont insensibles, je vais me résigner. Est-ce que vous n'éprouvez pas de la pitié quand vous me voyez pleurer alors que vous m'appelez père de la nation? Partout où je vais, je reçois plus de 1000 doléances contre la justice par jour. Les investisseurs étrangers ne viennent plus au Burundi. Vous trouvez des stratagèmes pour les dépouiller de leur argent. Ils n'ont nulle part où se plaindre. Vous vous mettez en bande pour les escroquer de leur argent et en même temps vous dites que vous voulez le développement pour notre pays. Aucun développement n'est possible dans un pays sans justice. Il ne peut pas y avoir de paix, pas de développement. Et puis du football, les 32 clubs en lice pour la Ligue européenne des champions saison 2021-2022 connaissent depuis jeudi leurs adversaires pour la phase de poule. C'est à l'issue du tirage au sort effectué à Istanbul en Turquie. Ainsi, les 32 clubs ont été répartis dans 8 groupes de 4 équipes. Chelsea, champion en titre, est logé dans le groupe H et a pour adversaire la Juventus de Turin, Zénith et Malmo. Le tirage offre des affiches phares telles
rappelle que Man City, PSG, Inter Milan, Real Madrid et Bayern Munich, FC Barcelone. La compétition démarre le 14 septembre prochain et la finale aura lieu le 28 mai 2022 en Russie. Merci à Annick et Vigirakou. On va aller rapidement avec Hissène Habré, l'ancien président tchadien qui est mort le 24 avril à 79 ans. Il a dirigé le Tchad entre 1982 et 1990. Il est condamné à la prison civile, à la prison à vie en 2016 par la juridiction africaine pour crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Pedro Amouzou, il est finalement enterré au Sénégal et non dans son pays natal, au Tchad, comme l'ont affirmé. Selon sa femme, il est enterré au Sénégal. Mais la question, c'est de savoir quel sort pour ces victimes qui entendent d'être indemnisées. D'abord, quand un être humain décède, on ne peut que être compatissant. J'ai appris la mort de M. Hissène Habré. J'ai eu de la peine pour les victimes. Parce que malgré que M. Hissène Habré soit jugé, les victimes ne sont jamais rentrées dans leurs droits. Oui. Je crois que la communauté internationale a aussi, on a reproché quelque chose à la victime appelle l'Union africaine à leur venir en aide. C'est ça, nos regroupements en Afrique, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO, la SADC, machin. Oui. Mais ils sont là pour eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour les peuples. Qu'est-ce qui empêchait l'Union africaine de prendre des décisions idoines? C'est vrai, M. Hissène Habré a commis beaucoup de crimes. Des atrocités. Des atrocités, on nous les avait montrées. Les prisons à N'Djamena, la fameuse piscine qu'on nous a montrée. Nous avons vu les images et c'était atroce. Au moins, il fallait indemniser les victimes. Parce que aucun sou ne remplacerait ce qu'ils ont enduré. Mais il fallait apaiser un peu les cœurs. Pourquoi l'Union africaine ne l'a pas fait? Ils ont mobilisé beaucoup d'argent pour juger Hissène Habré. Mais ils n'ont pas pu mobiliser de l'argent pour les victimes. Bon. C'est ça l'Afrique. Malheureusement. Est-ce que sa mort signifie que c'est aussi fini pour ces victimes-là d'être indemnisées? Non, mais c'est en cela que j'appelle la communauté internationale à agir. Mais M. Hissène Habré est décédé. Mais est-ce que les crimes sont effacés? Non. Les crimes sont toujours là. Les victimes sont toujours là. Il faut les apaiser. Alors, j'ai écouté tout à l'heure le gouvernement tchadien dit oh, ils ne vont pas s'opposer. Ils ne vont pas s'opposer. Il faut maintenant que le gouvernement tchadien puisse se dire oui, il y a eu des problèmes dans le pays. Et qui me dit que l'actuel président même n'est pas aussi coupable? Qui me le dit? Ce n'était pas lui le chef d'état-major de Hissène Habré. Donc, l'État du Tchad doit mobiliser des fonds pour apaiser les cœurs. Parce qu'on ne saurait développer un pays sans des mesures d'apaisement. C'est ce que je pense. Oui. Je le dis fièrement, c'est ce que je pense. Un autre pays, l'Algérie, le Maroc, la rupture, c'est ce qui vient à la une des journaux et des médias internationaux depuis le 24 août dernier. Francis Pedro Amouzou, pour certains, c'est des différends qui ont duré pendant 60 ans entre ces deux pays. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est trois éléments. On a le feu, la terre et puis les eaux. D'abord, les feux avec les incendies qui ont dévoré Kabylie, faisant 90 morts. Ensuite, la terre avec la désertique Sahara occidentale, décrétée marocaine dans les dernières
temps de Donald Trump. Et puis, on parlait des ondes avec le programme israélien Pegasus qui le Maroc aurait utilisé pour espionner beaucoup de dirigeants algériens. C'est ce qui a quand même mis le feu aux poudres. Aujourd'hui, quelles seront les conséquences de cette rupture entre les deux? D'abord, avant d'aller aux conséquences, mon parti ne s'est pas encore prononcé sur cette affaire. Ce que je vais dire ici n'engage que ma petite personne. Je dis, c'est ce que je pense. Ce qui se passe là, entre le Maroc et l'Algérie, à propos du Sahara occidental, l'appelle-t-on. Avant, on l'appelait le Sahara espagnol. C'est ce que j'ai appris à l'école. Sahara espagnol avec pour capitale El Aoun. N'est-ce pas? Ce qui se passe là-bas, là, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale. C'est hypocrite. Lorsque cette affaire a commencé, vous avez dit il y a 60 ans, ça suffit quand même qu'il y ait la paix dans cette région. Vous vous souvenez que l'OU a en son temps, avec son secrétaire général, avec son secrétaire, général Feu Edem Kodjo, avait donné un statut de membre à part entière au Saharaoui. Il a payé cher. En tout cas, quand moi j'étais encore sur les bancs au cours primaire, le Sahara espagnol était une colonie espagnole. Quand les Espagnols sont partis, les Sahraouis ont voulu être indépendants. Le Maroc s'y est opposé. L'Algérie a dit non, c'est comme ça. En réalité, les deux pays louvoyaient vers les richesses qui sont là-bas. Et l'Algérie et le Maroc louvoyaient vers le pétrole qui est au Sahara occidental. C'est de ça rien. Et les Occidentaux également. Moi, j'ai suivi cette affaire-là. Et un peu, même les Américains avaient dit non, il faut qu'ils soient indépendants un temps. Et puis après, les Américains ont changé. Les Français ont dit la même chose et puis ils ont changé. Finalement, est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Il faut laisser ce petit pays-là en paix. Je respecte le Maroc. Je respecte l'Algérie. Mais je dis, est-ce que le Maroc a encore besoin du Sahara espagnol pour être Maroc? Est-ce que l'Algérie a besoin du Sahara espagnol pour être Algérie? C'est tout ce que je dis. Il faut laisser ce peuple-là en paix qui souffre depuis plus de 60 ans. Il faut le laisser en paix. Merci. La petite richesse qui est là. Merci beaucoup à vous, Francis Pedro Amouzou. Je rappelle que vous êtes conseiller chargé des relations avec les médias Alliance nationale pour le changement. C'est avec vous que nous avons passé au peigne et fait l'actualité nationale et internationale. De tirer un chapeau au président Hiroshima en Zambie. Voilà un combattant. Voilà quelqu'un qui a lutté tout son temps pour son pays. Voilà. Sixième tentative. Et il devient président. Il faut que les Togolais apprennent. Merci beaucoup à vous, Francis Pedro Amouzou. Merci beaucoup aussi à vous, Aïté Messan, qui a assuré la coordination technique, la vidéo, c'est l'affaire du RVC. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Vidéo Kofi Anani et toute la rédaction. Prochain rendez-vous de cette émission, c'est un nouveau numéro dans le mois prochain avec Monsieur Dela Agbo. Portez-vous bien et bon dimanche chez vous. Moi, au micro, je suis Gildas Adiakoto.